Alors, bonjour à tous et à toutes. Ce que je vous propose de faire dans les prochaines minutes avec vous, c'est d'aborder le thème de l'agriculture durable sous l'angle des politiques publiques qui tentent de la faire advenir et plus spécifiquement de l'évolution des politiques agro-environnementales au Québec et de l'évolution du rôle qui joue l'État également. Sur lequel on commence à avoir un certain recul, un certain retour d'expérience, puisque vous le voyez à l'écran, les fondements de la politique agro-environnementale au Québec ont été grosso modo mis en place dans la décennie des années 90. Donc, on commence à avoir entre 20 et 30 ans, en fait, de retour d'expérience. Vous le voyez aussi, les gouvernements ont opté pour une diversité de stratégies pour tenter, en fait, de diriger l'agriculture vers une agriculture plus avec des pratiques agro-environnementales. Donc, à la fois avec des lois et des règlements, c'est-à-dire des exigences réglementaires, des pratiques que doivent désormais respecter les agriculteurs et agricultrices, mais aussi avec des mesures incitatives, par exemple par des subventions avec le programme Prime Vert, par de l'accompagnement direct avec les clubs conseils en agro-environnement. Donc, moi, j'aime bien dire en fait que ça, c'est le socle de l'action publique agro-environnementale au Québec, puisque l'ensemble de ces instruments, en fait, ils existent toujours aujourd'hui. Ils ont été révisés, ils ont été réformés, mais ils existent toujours et donc ce sont d'excellents traceurs de changement. Et on pourrait penser, en fait, en regardant ce tableau, que l'État est assez actif, voire hyper actif même en la matière. Mais ce que j'aimerais défendre comme argument avec vous dans les prochaines minutes, en fait, c'est que sous cette apparente action de l'État, c'est un interventionniste qui est surtout d'ordre discursif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de plans d'action, de stratégies, etc., etc. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, quand on s'attarde en fait à la mise en œuvre très concrète de ces instruments, se dessine plutôt un processus de désengagement de l'État au cours des 3 dernières décennies que j'illustrerai avec l'aide de 2 mécanismes, en particulier l'externalisation des services agro-environnementaux et la délégation des pouvoirs de surveillance de l'État à des acteurs externes. Quelques éléments de contexte auparavant. L'agro-environnement, donc, ça a fait irruption dans l'agenda politique dans les années 90 et on peut dire que c'est un interventionnisme un peu forcé, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs débats citoyens, médiatiques, publics assez conflictuels qui ont fait irruption à l'agenda politique et sur lesquels les autorités ont été obligées en quelque sorte de réagir. Ceux qui se souviendront de l'époque, c'était beaucoup des conflits qu'on appelle de cohabitation des communautés rurales et particulièrement l'industrie porcine à l'époque. Or, au même moment où fait éruption ces enjeux agro-environnementaux, c'est l'époque aussi où les gouvernements souscrivent à une doctrine de régime minceur, en fait, de lutte contre le déficit zéro. Donc, l'idée, c'était de couper, de réduire drastiquement les dépenses étatiques en passant notamment par un régime minceur de l'appareil étatique, c'est-à-dire un non-remplacement des départs à la retraite à minima, voire peut-être même externaliser à l'extérieur de l'État certains pans de l'action publique. Et donc, pour répondre à cette injonction double, à la fois réduire les dépenses, mais investir dans un nouveau champ d'action publique, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, je vais le désigner sous son cycle de MAPAC dans les prochaines minutes, a appuyé le déploiement de son action agro-environnementale sur le fonctionnement traditionnel historique du secteur agricole, la cogestion corporatisme, c'est-à-dire qu'il s'allie avec l'Union des producteurs agricoles ou un de ses syndicats spécialisés affiliés pour copiloter, co-gérer ou cofinancer en fait certaines structures, certaines politiques. Ce qui a mené en fait à une logique d'externalisation de l'agro-environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État a décidé de faire l'agro-environnement plutôt que de faire lui-même. Je vous donne 2 exemples ici qui concernent deux aspects différents de l'agro-environnement. Donc, à la base, l'intervention directe auprès des producteurs, productrices agricoles, la création des clubs conseils en agro-environnement, qui sont des organismes sans but lucratif qui offrent, au sein duquel travaillent des agronomes et des techniciens agronomes, qui offrent des services conseils en agro-environnement et qui sont dirigés par des conseils d'administration dont sont membres, dont les administrateurs sont des agriculteurs membres. Donc, c'est complètement à l'extérieur de l'État. Les agronomes ne sont pas des employés de l'État, ce sont des employés de ces organismes sans but lucratif et c'est piloté par un conseil d'administration où l'État ne siège pas. L'État va financer une partie des clubs.
Un autre exemple à l'autre côté de la chaîne, dans celui de la production, en fait, de l'expertise, des savoirs agro-environnementaux, agronomiques, il y a eu la création de plusieurs centres de recherche fonctionnant selon un mode là, partenariat public-privé, c'est-à-dire que le financement est mixte entre des fonds publics et des fonds qui proviennent de certains acteurs privés, soit des groupes de producteurs agricoles ou des groupes aussi qui peuvent être des vendeurs d'intrants, là, anciennement, par exemple, la coop fédérée, si ça vous dit quelque chose, par exemple. Et donc, au sein de ces centres de recherche, les conseils d'administration sont aussi multiparties prenantes. Ils vont refléter, en fait, la participation des différents financeurs, donc à la fois des groupes provenant de l'agriculture, de l'industrie et aussi du gouvernement. Donc, ça, on peut le présenter sous des apports positifs, ce qu'on appelle beaucoup en sciences politiques, par exemple, la gouvernance collaborative, la gouvernance en co-construction. Hein, c'est l'idée que les principaux intéressés, s'ils participent au financement, s'ils participent aux décisions, il y a plus de chances, par exemple, que les recherches qui soient faites soient plus alignées, articulées aux besoins réels du terrain. Donc, ça peut être tout à fait positif. Mais l'histoire qui nous est racontée à mon collaborateur Paul Treille et moi par les acteurs du terrain, c'est plutôt une histoire qui dessine un certain unilatéralisme de l'État dans cette externalisation-là. Par exemple, selon des employés de l'UPA, l'époque, les années 90, là, où je vais prendre l'exemple plus particulier des clubs conseils là, pour cette diapositive, cette époque, elle est marquée par le déclin de l'offre de services du MAPAC. Et donc, les pourparlers entre le MAPAC et l'UPA portent sur quels bureaux d'enseignement agricole vont fermer, des discussions comme ça. Et donc, c'est à ce moment que l'UPA, un peu en panique, mais décide de proposer un compromis de gestion et de cofinancement des clubs conseils. En échange, hein, on négocie l'arrêt de la réduction des budgets publics. Donc, c'est en quelque sorte, les clubs apparaissent comme une ligne de défense minimale pour cesser, en fait, l'hémorragie du budget. Et les agronomes qui travaillent dans les clubs, certaines nous ont dit en fait qu'elles se considèrent qu'elles sont devenues en fait le cheap labor de l'État, c'est-à-dire que auparavant les services conseils ont déjà été offerts du moins par des agronomes qui étaient des employés du ministère de l'Agriculture, qui avaient donc aussi des avantages sociaux, un régime de retraite plus généreux que ce qu'elles ont présentement. Je dis elles parce que la majorité des agronomes dans les clubs, ce sont des femmes. Et donc, cette création de ces clubs, en fait, ça a amené une certaine précarisation aussi du travail. Le financement public, bien qu'il y avait eu une négociation avec l'UPA pour que celui-ci cesse d'être réduit, il s'est néanmoins transformé au cours des 25 dernières années et puis s'est restreint dans le temps. Par exemple, lors des premiers projets pilotes des clubs conseils en 93, les fonds publics finançaient 90% des clubs. Ensuite, la formule qui a été instaurée dans l'ensemble de la province en 97, c'était partagé tiers fédéral, tiers provincial, tiers par les producteurs qui étaient membres. Et en 2013, il y a eu une importante réforme où ce ne sont plus les structures selon le nombre de membres, en fait, qui sont financés par le MAPAC, mais ce sont plutôt, en fait, les actes que les agronomes réussissent à vendre. Ce qui fait en sorte que les agronomes deviennent en quelque sorte des entrepreneurs agro-environnementaux qui doivent convaincre, qui doivent persuader en fait les agriculteurs d'acheter à un coût réduit, là, entre 5 et 15 si je ne me trompe pas, là, qui est financé par les agriculteurs. Le reste, c'est par les fonds publics. Mais néanmoins, qui doivent les convaincre en fait d'acheter cela, alors que c'est des organismes sans but lucratif. Donc, ce qu'on remarque aussi en parallèle du MAPAC qui réduit ses effectifs et puis qui réduit aussi le financement accordé ou du moins qui le transforme des clubs, c'est que les agronomes qui travaillent pour l'industrie agrochimique, eux, gagnent de plus en plus en présence. C'est-à-dire que bien souvent, ils se présentent comme étant, et c'est vrai, là, comme les experts de leurs propres produits qu'ils vendent et donc les mieux placés, en fait, pour pouvoir donner des prescriptions pour une utilisation plus raisonnée des dits intrants. Et puis là, mon idée ici, là, c'est pas de diaboliser là, le secteur privé à but lucratif, là, mais ça renvoie à tous les débats qui en ce moment, comme Marie-Ève le disait ce matin, là, à l'ordre des agronomes sur les services conseils liés ou non liés à l'industrie. Je vous ai parlé beaucoup des clubs jusqu'à présent. J'aimerais vous parler aussi un petit peu des centres de recherche qui fonctionnent en PPP. Ça aussi, vous l'avez probablement, vous en avez entendu parler dans les dernières années. Parfois, ça peut mener aussi à des dérives où il y a un désengagement de l'État qui s'est fait. On l'a vu avec le cas du Sérum, qui est le centre de recherche sur les grains, où, en fait,
sur le conseil d'administration, le gouvernement n'avait que des postes d'observateurs sans droit de vote et voire ne participait plus aux décisions, aux rencontres du conseil d'administration et où tous les postes d'officiers étaient occupés en fait par des gens qui provenaient de l'industrie ou par des groupes de producteurs agricoles. Et ce qui a été révélé, en fait, c'est qu'il y avait eu des pressions importantes sur les chercheurs du centre de recherche, sur l'orientation de leur recherche, mais aussi sur la diffusion ou surtout la non-diffusion de leurs résultats de recherche, notamment sur les néonicotinoïdes. Et donc, ça avait amené une vague de démissions. Là. Il y avait eu 15 personnes sur 35 employés qui avaient démissionné là, en l'espace de 2-3 ans. Donc, encore une fois, c'est pas pour dire que ça ne peut que mal fonctionner, mais on a des exemples quand même que ce désengagement de l'État, là, il vient fragiliser en fait des structures qui jouent un rôle important en fait, mais qui demeurent fragiles en fait si l'État poursuit son désengagement. Et du côté de l'État lui-même, ce qu'on remarque en fait, c'est un peu un évitement intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une perte de capacité d'expertise autonome. De plus en plus, il y a une dépendance du MAPAC, puisqu'il y a pas ils ont de moins en moins en fait de contact avec le terrain, mais aussi avec la création de la recherche, donc une plus grande difficulté à établir des diagnostics de quels sont les défis, mais aussi de proposer des solutions pour y répondre et donc de jouer un rôle plus structurant dans le secteur. Et puis, cette diminution, en fait, des pertes de capacité d'expertise, là, on le voit très bien dans le diagramme suivant. Là, en 1993 et 2019, les effectifs du MAPAC ont fondu de moitié, ce qui était, je vous le rappelle, un des objectifs dans les années 90. Là, il y avait le double objectif à la fois de faire de l'agro-environnement, mais aussi de réduire l'appareil public. Et donc, on peut dire que c'est un succès, mais c'est un succès qui vient avec certaines conséquences. Et c'est ce que j'aimerais mettre en évidence là, ici. Deuxième mécanisme par lequel le gouvernement, l'action agro-environnementale se fait à distance de la part de l'État, c'est la suivante, le réglementer sans surveiller. Là, je vais me pencher plutôt sur le ministère de l'Environnement du Québec, avec l'exemple des bandes riveraines. Donc, dans une de ses politiques, le ministère de l'Environnement du Québec demande, en fait, exige qu'il y ait des bandes riveraines minimales de 3 mètres qui ceinturent chacun des cours d'eau qui passent en milieu agricole, bon, pour éviter là, à la fois l'érosion des sols, puis aussi la pollution des dits cours d'eau. Et donc, le ministère de l'Environnement a adopté cette politique, mais a délégué de façon unilatérale aux municipalités le devoir de surveiller le respect de l'application de cette politique, donc aux municipalités. Des municipalités qui, au Québec, sont, surtout en milieu rural, sont très peu populeuses. Parfois, il n'y a aucun employé à temps plein. Donc, vous imaginez bien qu'engager un inspecteur, ça n'apparaît pas tout à fait possible, mais aussi même pour celles qui ont la capacité d'engager des ressources humaines à ce sujet, elles expriment en fait un mal à l'aise, un mal-être à assumer ce rôle de surveiller et punir parce que c'est punir et surveiller leurs concitoyens. Et vous imaginez bien aussi des gens qui vont voter, etc., que vous croisez à l'épicerie. Et donc, surveiller et punir, c'est une tâche qui demande une certaine distance, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les entretiens qu'on a fait avec les agronomes des clubs, lorsqu'on leur demandait est-ce que parfois vous sentez entre l'arbre et l'écorce, entre les demandes, les exigences du gouvernement, est-ce que vous voyez sur les exploitations agricoles, l'un des exemples typiques qui nous revenait sans cesse, là, qui était identifié, c'était justement ces fameuses bandes riveraines qui n'étaient pas du tout, respectées. Or, ces agronomes, elles jugent que ce ne sont pas à elles de les dénoncer parce que tout leur travail d'accompagnement, en fait, se fonde sur une relation de confiance qui est très longue à construire et à bâtir avec les agriculteurs et qui pourrait être sapée, évidemment, s'il y avait une dénonciation qui était faite. Et donc, ce qui fait en sorte qu'on est face à une réglementation qui existe. Si vous regardez si vous lisez la politique, ça semble être fort, mais pourtant qui est peu ou pas respectée. C'est connu dans le milieu agricole qu'il y a très peu d'inspections et c'est reconnu par le ministère lui-même. Là, en 2019, à l'Assemblée nationale, là, le sous-ministre adjoint disait que le ministère de l'Environnement est beaucoup en mode sensibilisation parce qu'on n'a pas des lois très, très mordantes. Plusieurs agronomes des clubs nous disaient que les inspecteurs du ministère de l'Environnement fonctionnent quasiment juste par plainte, contrairement à avant où ils faisaient des visites qui étaient plus présents sur le terrain. Et donc, s'il n'y a pas de plainte, maintenant, ils ne se déplaceront pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait une dénonciation quelque part pour qu'il y ait une inspection. Et ça, c'est corroboré par le vérificateur général là, en 2019, là, qui avait, pas sur les bandes riveraines, là, mais sur des inspections liées à l'utilisation des pesticides en milieu agricole. 434 inspections qui avaient eu lieu en 2015 sur une possibilité de 10 000 environ titulaires là,
d'un permis là, d'utilisation de pesticides en milieu agricole. Et ça, c'était une diminution de 53% du nombre d'inspections en 3 ans seulement. Donc, j'ai pas le même graphique là, sur le nombre, les effectifs du ministère de l'Environnement, mais on peut penser que ça irait dans le sens décroissant qui était aussi le cas pour le MAPAC. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais peut-être que vous reteniez et que nous discutions ensemble, en fait, c'est que pour analyser l'agriculture durable, l'agro-environnement, il faut aller au-delà, en fait, des objectifs officiels et des discours publics et s'intéresser, en fait, à ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ce qui permet d'expliquer, en fait, que la politique agro-environnementale du Québec, même si elle existe depuis 20-30 ans, elle a eu des effets plutôt limités jusqu'à présent. Or, la transition vers un modèle agricole durable exige une vision du secteur et de ses défis plus à long terme, plus global et qui exige en fait la défense d'intérêts collectifs plutôt que d'agrégation d'intérêts individuels. Puis ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on ne peut pas mettre tout le poids de l'amélioration du bilan agro-environnemental sur les quelques 28 000 là, exploitants agricoles qui existent au Québec. On en a parlé ce matin, toutes sortes d'autres injonctions à respecter de comptabilité, de mécanique agricole, de bien-être animal, un paquet d'enjeux. Il faut absolument en fait qu'il y ait des organisations structurantes qui puissent les accompagner, des organisations qui sont capables en fait de voir à long terme, à moyen long terme. Et ici, mon constat peut paraître sévère, mais en fait, c'est pas du tout pour parler ni contre le MAPAC, ni contre le ministère de l'Environnement, ni contre les clubs, ni contre les centres de recherche. Je considère que c'est des structures qui sont très importantes, mais comme j'ai tenté ici de l'avancer, qui sont fragilisées en fait dans le temps pour mener une mission en fait qui est assez colossale, quoi. Et donc, les enjeux, les pistes de recherche, de discussion, je pense qu'il serait intéressant de se poser, c'est comment est-ce qu'on peut réattribuer les rôles de chacun de ces acteurs dans l'action publique agro-environnementale, puis quelles sont les responsabilités puis les seuils d'engagement minimaux que l'État doit assumer. Parce que là, le désengagement que je vous ai parlé, c'est un désengagement qui se continue aussi dans le temps. Là. Il ne s'est jamais arrêté, en fait. Donc, est-ce que on a été trop loin? Est-ce qu'il peut aller plus loin? Quand est-ce qu'on veut, qu'il doit assumer minimalement? Et comment assumer la stabilité puis la force des clubs et des centres de recherche pour améliorer leur influence et leurs pratiques dans les milieux agricoles? Voilà. Merci.